Voilà, chers collègues, chers amis, vous le savez, nous sommes réunis ici pour jouer un peu les prolongations d'un colloque de 2 jours qui a eu lieu autour de l'éméritat de François Host. Les étudiants ici présents doivent certainement connaître François Host par sa réputation, par l'ampleur de ses travaux. Il est totalement associé à la faculté de droit ici à Saint-Louis depuis bien longtemps. On ne conçoit pas de poursuivre nos travaux, que ce soit en droit positif ou en théorie du droit, sans nous laisser inspirer par son œuvre qui est d'une fécondité tout à fait exceptionnelle. Et donc on a organisé une journée complémentaire par rapport aux 2 précédentes pour permettre, je dirais, à la jeune génération de présenter leur contribution dans cet ouvrage que je recommande aux étudiants, Le droit malgré tout. Peut-être dans le titre, le droit, oui, le droit, mais tout de même, le droit pose bien des questions, bien des objections. Il ne faut pas le fétichiser, mais il ne faut pas non plus le sous-évaluer. Et donc, le droit, malgré tout, résume très bien un des fils conducteurs de la pensée de François Host. Et donc, on a donné la parole ce matin à Diane Bernard, et évidemment à Antoine Bayeux et à Marie-Sophie de Pipeleux. Et cet après-midi, nous donnons la parole à Annette Ruel, que je ne dois pas présenter aux étudiants, puisque c'est leur professeur de droit romain, à Sébastien Van Roggenbroek, qui devrait nous rejoindre et qu'il ne faut pas présenter aux étudiants, puisque c'est leur professeur de droit constitutionnel 2 et de droit des droits de l'homme, et à Jérémy Van Berbeek, que je ne dois pas présenter non plus aux étudiants, puisqu'il enseigne la théorie du droit et le droit naturel. Donc, l'idée, c'est de présenter de manière pédagogique les textes qui figurent dans l'ouvrage intitulé « Le droit malgré tout, hommage à François Host ». Vous avez donc chacun plus ou moins 25 minutes, c'est ça? Donc, soyons précis. Oui, 25 minutes. Exactement. Exactement. On va essayer d'être précis. En ce qui me concerne, je devrais vraiment vous quitter impérativement à 17h, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Et alors, il y a un temps de discussion, et donc nous le concevons de manière très, très conviviale. Donc, les étudiants, c'est un peu dommage que vous êtes si loin, parce qu'on souhaite vraiment vous associer. Vous ne devrez pas avoir peur de vous exprimer, d'intervenir, même de dire des choses qui sont peut-être un peu approximatives. Vous avez absolument la parole, et donc n'hésitez pas. Alors, pour avoir un peu parcouru les pages de la contribution d'Annette Ruel, je suis très clair, tu as, chère Annette, un défi pédagogique absolument redoutable pour te faire comprendre sur une pensée extrêmement fine dont tu as le secret sur le thème de la parole antique en procès, et c'est sur le ritualisme de l'ancien droit romain. Tu as la parole, merci beaucoup. Voilà, merci, Monsieur le Président. Je prends le micro, c'est mieux? C'est mieux. Oui. Si vous n'entendez pas, vous le dites, là, tout au fond. Vous n'hésitez pas à vous manifester. Voilà, donc effectivement, la parole antique en procès, donc s'intéresser à la parole, effectivement, en hommage à François Host, cela paraît une évidence absolue, incontournable, et ça tombe bien parce que l'ancien droit romain a beaucoup à nous apprendre, précisément eu égard au jeu de la parole, comme principe original d'organisation du lien social qui serait distinctif précisément du phénomène juridique, sur fond en particulier des univers traditionnels tels qu'ils ont pu précéder, le cas échéant, le phénomène de la cité. Donc je me situe dans la période du droit romain archaïque. Donc le phénomène de la cité, c'est environ 800 avant Jésus-Christ. Pour ma part, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est l'époque de la loi des 12 tables où je me situe pour creuser alors cette question de la parole en action et surtout des modalités selon lesquelles cette parole fut mise en œuvre, où se laisse saisir cette technique particulière du droit romain de l'ancien droit romain, qu'est le ritualisme. Alors, donc d'abord, l'expérience d'une parole en action, c'est-à-dire une parole qui est action et non information. Donc là, c'est plutôt les ressources de la linguistique qui aident ici pour saisir cette parole. Donc une parole qui est information, voilà, le chat est sur le paillasson, c'est une information. Pas de celle-là dont on parle, c'est la parole qui est action. Donc si vous prenez le triangle que constitue le système de la personne, je, tu, il, c'est l'axe du je-tu, donc où s'échangent le je et le tu entre les partenaires, alors de la relation énonciative, qui est la relation interhumaine fondamentale.
Et donc, alors que le il, c'est la troisième personne, c'est l'objet du discours et rien de plus, c'est ce dont on parle. Hein. Donc les vraies personnes, c'est celles du je et du tu. Et c'est sur l'axe précisément du je-tu que s'organisent, que sont formalisées, stylisées ces figures de l'action auxquelles nous allons nous attacher. Alors, rapidement, donc au je et au tu comme au il d'ailleurs sont attachés par les linguistes des fonctions. Au je, c'est tous les phénomènes, c'est ce qu'on appelle la fonction expressive ou émotive. Ce sont tous les traits paralinguistiques, donc la voix, les gestes, les mouvements du corps, la manière dont on est perçu, et on construit, hein, en principe, justement, cette manière dont apparaît le sujet énonciateur. Et au tu, alors c'est la fonction d'incitation ou connative, c'est-à-dire c'est celle qui tente à agir sur l'interlocuteur. Donc évidemment, elle nous intéresse ici, autant au titre de la parole comme action. Donc, ce sont toutes les formes destinées à forger le rapport entre le locuteur et l'interlocuteur, par lesquelles s'affirment des relations externes à l'énoncé. Et c'est là où se jouent évidemment tous les enjeux que vont mobiliser ces figures de la relation telles qu'elles sont stylisées de manière élémentaire par ces formules du plus ancien droit romain. Donc, tout ce qui se joue est extérieur évidemment aux quelques mots qui vont s'échanger de manière formulaire, de manière formelle, rituelle, entre les protagonistes, entre les sujets en interaction, et c'est bien là le but. Ce sont vraiment des formules vierges de tout élément d'information. Le chat est sur le paillasson, ce genre d'élément est tout à fait non pertinent. Ce sont des figures de l'action, à ce titre. Alors, simplement peut-être évoquer, c'est un verbe latin agere qui signifie donc un mouvement, c'est un verbe en mouvement, donc c'est une parole en mouvement, précisément, c'est intéressant aussi. Dans la langue commune qui signifie un mouvement en avant, et donc dans la langue de l'ancien droit romain, ce verbe se spécialise et acquiert, dans des circonstances sur lesquelles évidemment je ne m'étends pas ici, une dimension énonciative. Il devient un verbe d'activité de parole, il signifie un dire, donc agir et dire, et techniquement, tout à fait spécifique au vocabulaire du droit, c'est un dire, c'est le fait de dénoncer ces formules de l'ancien droit romain. Ce qui est intéressant juste pour l'évoquer, c'est que ce lexique juridique originaire a essaimé dans la langue latine sous la République, dans d'autres champs de la parole, qui sont aussi des champs, des registres de spécialité, mais non juridiques. Je pense au théâtre, d'abord, au courant du IIIe siècle avant Jésus-Christ, quand apparaît la tragédie et la comédie grecque, quand apparaissent la tragédie et la comédie grecque à Rome, eh bien, le verbe agere, on le voit développer une acception particulière dans ce registre linguistique-là, pour signifier, par exemple, fabulam agere, c'est donc dire jouer la pièce, si vous jouez une pièce ou jouer un rôle. Hein, voilà. Et donc rôle où justement s'échangent le je et le tu. Un siècle plus tard, dans l'art oratoire, que Cicéron théorise à partir des ouvrages d'Aristote sur la rhétorique, en particulier avec l'action oratoire, qui est pareil, c'est donc le jeu, il faut pouvoir se mettre en scène, paraître libéral, sympathique, etc. Et il faut pouvoir agir sur son auditoire, comme avec un ressort, dit Cicéron, enflammer l'émotion, le ramener à l'instant d'après à la dignité la plus contenue. Voilà, c'est ces paramètres que l'orateur doit mobiliser pour gagner, ce qui est son but, évidemment. Et on dirait, en droit aussi, les acteurs, en particulier au procès, c'est bien ce qu'ils veulent atteindre comme objectif. Pour évoquer aussi le remerciement, mais ça, je n'ai pas le temps ici, c'est l'apparition d'une formule du remerciement, une formule performative du remerciement. Je dis merci, tibi gratia sago, qui est elle-même originale sur fond des langues anciennes. Voilà, et donc c'est aussi l'influence ici indirecte du droit. Alors, cette parole, donc, a servi au dégagement d'autant de figures types de la relation interpersonnelle qui constituent, à bien y réfléchir, autant d'archétypes de la cité juridiquement organisée. Donc, d'archétypes du droit, c'est comme des briques élémentaires du droit qui, à ce jour, sont au principe de l'état de droit. Donc, finalement, de ce point de vue-là, il y a une constance assez remarquable. Et donc, ces archétypes qui sont tous identifiés donc, à partir des emplois du verbe agere dans la langue du droit. C'est agir et dire, c'est une méthode philologique. C'est comme ça que j'ai pu composer cet espace de l'agir, cet espace d'une parole en action, dont il s'est avéré que précisément tous les archétypes, les piliers d'un système de droit positif, bien précisément s'y retrouvaient, sous la forme de ces stylisations de figures de la relation interpersonnelle. Alors la première d'entre elles, c'est le procès, ça ne vous étonnera pas, le procès contradictoire, ce sont les legis actiones, les actions de la loi, qui est le plus ancien des trois systèmes de procédure qui se sont succédés dans l'histoire du droit romain. Agere cum aliquo, agere avec quelqu'un. Et donc ici, c'est l'organisation de la symétrie. On en parlait ce matin avec l'action en revendication. Hein, donc c'est l'action en sanction de la propriété.
pour laquelle, sous ce régime de procédure ancien, aucun des deux plaideurs n'est en possession de la chose, au contraire de ce qu'il en sera plus tard. Donc c'est le défendeur, bien sûr, qui a la possession. Donc chacun est amené à affirmer sa propriété exclusive de la chose litigieuse. Et donc, voilà, ils sont absolument face à face l'un par rapport à l'autre. Et la relation est stylisée ici sur une base symétrique. Donc c'est la symétrie, c'est donc la représentation d'un antagonisme. Un antagonisme irréconciliable, pour bien le dire, puisque, de fait, les deux affirment donc solennellement, que je dis que ceci est à moi, selon le droit d'équirite, c'est la formule. Donc chacun invoque le droit d'équirite à l'appui de son affirmation, c'est-à-dire la totalité des citoyens, que sont les quirites, ce sont les citoyens romains. D'accord ? Donc on a, comme dit le romaniste Henri Lévy-Bruhl, on est en présence de quelque chose de scandaleux et d'intolérable, dit-il, c'est-à-dire deux plaideurs en l'occurrence, qui tous les deux se revendiquent de la totalité des quirites à l'appui de leurs affirmations respectives, lesquelles sont incompatibles entre elles. Donc on est en présence de deux affirmations contradictoires et incompatibles entre elles. C'est donc l'archétype du conflit indécidable, irréconciliable, qui est également la figure du conflit tragique, comme par hasard, on en parlait ce matin avec la crise comme terreau, comme nourriture, comme ferment véritablement de la tragédie ou de l'organisation juridique du procès archaïque. D'accord ? Donc c'est une relation purement symétrique ici, qui met en scène, en vue de sa résolution pourtant, un conflit irréconciliable. Donc on est au niveau de l'action introductive d'instance, évidemment je n'explique pas tout le cours du procès, mais c'est formel, c'est purement formaliste, mais c'est de cette figure du conflit irréconciliable que naît une rationalité nouvelle de règlement du conflit, qui se fera au cours de la seconde phase du procès, donc une rationalité juridique de règlement du procès avec des preuves rationnelles, etc. Donc c'est un joli paradoxe. Deuxième pilier, le mécanisme de la décision politique, donc c'est le ius agendi, le droit d'agir du magistrat, avec une assemblée politique, donc c'est le peuple, la plèbe ou le sénat. Alors pour le vote des lois, des plébiscites ou des senatus consultes, qui sont autant de on appellera par la suite les sources formelles du droit romain, pour l'élection des magistrats et pour aussi le jugement sur les causes capitales sur appel du peuple, sur appel du tribun au peuple. Donc ça, c'est la provocatio ad populum, le tribun a droit d'appel au peuple de toute sentence de mort prononcée par un magistrat, l'affaire étant alors déférée au peuple en dernier ressort, et donc ceci relève aussi de ce mécanisme du ius agendi. Alors, ce qui est intéressant ici, au niveau de la parole en action, c'est que c'est le magistrat qui a l'initiative de convoquer l'assemblée politique et c'est lui qui lui soumet une motion, proposition de loi ou proposition de décision. Avec le peuple, alors c'est la rogatio, donc c'est interroger, il interroge le peuple, il pose une question, il lui demande d'accepter ou de refuser la proposition qu'il lui soumet. Avec ceci que le peuple n'a le droit de réponse que par oui ou par non. Donc il accepte ou il refuse en bloc la motion qui lui est soumise. Et Olugel en fait vraiment de cette rogatio le sommet, dit-il, caput origo et quasiphone. C'est vraiment la clé de voûte de tout ce système du droit comicial, c'est cet acte de langage qui met en présence le magistrat supérieur, qui convoque le peuple, l'assemblée politique, lui soumet une proposition lui demandant de se prononcer sur celle-ci, de sorte que le peuple a droit de répondre, justement. Il peut accepter ou refuser, donc c'est une manière de fonder la liberté, si vous voulez, du peuple de précisément se positionner par rapport au magistrat en donnant librement, d'une manière indépendante de celui-ci, la réponse de son choix. Avec le Sénat, alors là c'est l'Assemblée haute, c'est aussi une interrogation par laquelle le magistrat adresse à celle-ci la proposition de décision, et de manière tout à fait significative, c'est ici la relatio, qui a donné bien sûr le mot relation en français, relation du verbe latin référer, donc c'est encore une interrogation, mais c'est ici une question ouverte. C'est-à-dire le magistrat saisit le Sénat d'un ordre du jour sur lequel celui-ci est amené à délibérer. Donc c'est différent. Avec le peuple suscite question fermée, soit il dit oui, soit il dit non. Magistrat, le Sénat, par contre, assemblée haute, lui, il a pleine latitude de délibérer sur l'ordre du jour dont il est saisi, ou même au-delà. Et c'est la relation, c'est ça qui a donné le mot relation en français. Donc avec Jérémie, intérêt par la relation. Donc c'est effectivement tout à fait significatif. Ici, quant à l'organisation de la relation, on note une dissymétrie, au contraire de ce qu'il en est dans le procès. C'est-à-dire que dans le procès, les parties étaient à égalité sur l'axe vertical de la relation, c'est-à-dire l'axe des hiérarchies. Toute différence est dissoute, si vous voulez, dans les deux parties qui se retrouvent finalement en position de miroir l'une par rapport à l'autre, toute cette figure de l'antagonisme. Ici, non, c'est plus délicat. Donc le magistrat est en position haute, procéduralement haute, par rapport au Sénat, par exemple, il abdique
cette position juridique haute qu'il a, si vous voulez, il abdique par rapport au Sénat, qui est composé de tous les hommes les plus éminents de l'État. Donc c'est plus fin sur le plan politique, mais sur le plan juridique, procéduralement, c'est le magistrat qui a la position haute et l'Assemblée qui a la position basse. Donc ici, il y a une dissymétrie, au contraire, sur l'axe de la relation entre les positions respectives des protagonistes. Voilà. Et troisièmement, c'est l'acte juridique privé. Donc troisième pilier qui s'organise aussi dans ce contexte de l'agir, donc sur base de cette parole formulaire de l'action et la parole. L'acte juridique privé, donc sans m'étendre ici, c'est l'archétype ici de la propriété et de l'obligation. Et c'est également la figure du testament. Donc c'est vraiment l'acte juridique privé à part entière. Voilà, c'est le point de départ, propriété, obligation, et c'est aussi la figure du testament. Alors, le point suivant sur lequel je voulais m'interroger, c'est justement le ritualisme. Donc, sans que j'ai pu vraiment insister, ces figures sont mises en œuvre de manière rigoureusement conforme à un modèle. C'est ce qu'on appelle le formalisme, si vous voulez, le respect de formes substantielles qui sont prévues à peine de nullité. Donc, le moindre défaut eu égard aux exigences formelles fait perdre le procès, par exemple, etc. C'est ce qu'on appelle le ritualisme. Et de ce ritualisme étaient garants les pontifes, qui sont anciennement les juristes, si vous voulez. C'est les anciens juristes, et dans l'ancien droit romain, c'était des prêtres, prêtres du culte public. Donc, il y avait deux catégories de rites, au fond, soumis au même principe du ritualisme, les rites de la religion et les rites du droit. Les rites du droit sans aucune finalité cultuelle. Les rites de la religion destinés à mettre en présence la cité, la communauté cultuelle avec les dieux, et rites du droit destinés à mettre les citoyens en rapport les uns avec les autres, dans leurs relations respectives. Alors ici, je dois faire attention au temps. Le stéréotype, si vous voulez, moderne, mais que partageaient déjà dans leur ordre de grandeur respective Cicéron et même Aristote à propos du théâtre, mais en tout cas typiquement des modernes, c'est de voir ce ritualisme du droit ancien avec un certain dédain. Donc je cite ici Schiavone, qui parle d'un complexe prescriptif magico-religieux, d'un syndrome ritualiste, d'une attention quasi obsessionnelle à la symbolique du rite, du stéréotype, face à la substance de la relation, dit-il, à laquelle il se référait. Donc c'est une sorte de préjugé, de stéréotype. Le rite serait censé cacher au contraire la substance de la relation. Et bien entendu, c'est l'inverse, c'est lui qui permet au contraire à cette relation d'être mise en évidence et de fonctionner à plein régime. Tissé de formules magiques, dit-il encore, tourné vers un présent normalisé et vidé de ses incertitudes, à caractère statique et répétitif, fixé sur le détail jusqu'à la névrose, donc parallèle à la science médicale antérieure à la perspective anatomique, typique d'une rationalité concrète et tournée vers le particulier, vers l'événement, etc. Il parle d'un formalisme de premier niveau, faible et de surface, auquel devrait s'opposer un formalisme de second niveau, fort et en profondeur, qui apparaît plus tard, dans, dit-il, des circonstances historiques bien plus évoluées, donc un soupçon de généalogisme, si je puis dire, lié non pas à l'élaboration d'un rituel, mais plutôt à la découverte d'une nouvelle épistémée, sans pour autant oublier ce lointain passé. Donc ça, c'est voilà, la raison émerge, donc est claire et souveraine, et donc à ce moment-là, on peut regarder de haut ses origines obscures, etc. Or, il y a là, de toute évidence, une confusion. Ce formalisme archaïque obtus, qui serait opposé, contraire à la raison, en particulier à la raison du droit, à la rationalité spécifiquement juridique, c'est tout l'inverse, au contraire. Il fut au service, précisément et inversement, du dégagement et véritablement de la fondation de cette rationalité nouvelle propre au droit. Donc, en somme, ce stéréotype confond la méthode, qui clairement est archaïque, ça c'est sûr, c'est tout à fait archaïque au niveau de la méthode, et on a bien à l'affaire là une méthode concrète et tournée vers l'événement, ça c'est incontestable, et la rationalité inédite du lien social, que sur la base de cette méthode archaïque assurément, mais précisément en tant que telle intéressante, rationalité qui a ainsi pu être dégagée. Et pour prouver cela, pour produire un argument, peut-être péremptoire, en tout cas j'espère, je vais soumettre ça à votre sagacité, eh bien, alors j'ai convoqué les fameuses règles secondaires de Herbert Hart, pour voir si on peut éprouver en quelque sorte ces cadres originaires du droit romain à l'aune des théories les plus avancées en philosophie du droit. Et donc, précisément, oui, on connaît les règles secondaires, donc les règles de décision, les règles de changement et les règles de reconnaissance. Eh bien oui, aux règles de décision correspond le procès, précisément, donc les legis actiones.
Mutatis mutandis, évidemment, le procès romain n'est pas le nôtre, mais sans rentrer dans les détails. Aux règles de changement correspond le ius agendi, le droit d'agir du magistrat avec le peuple, avec le plèbe ou avec le Sénat, prendre l'adoption de la décision politique, d'une part, pour le vote des lois notamment, et d'autre part à l'acte juridique privé, propriété, contrat, testament, etc. Et aux règles de reconnaissance, alors là, on peut évoquer ne serait-ce que le principe du ritualisme en tant que tel, dont Hart fait le critère d'identification de la règle de droit, l'exigence de forme substantielle. On peut évoquer l'existence d'un groupe d'experts, que sont précisément anciennement les pontifes, et que seront en droit classique alors, les jurisconsultes laïcs, qui eux ne sont plus du tout des prêtres. Alors c'est complètement dégagé déjà en droit romain de ce passé ritualiste, pour inventer alors, une science de droit, incontestablement, un système du droit privé. On peut évoquer la loi des 12 tables, etc. Donc, les trois catégories de règles secondaires, effectivement, permettent de reconnaître aux origines de la tradition civile, précisément, tous les fondements, tous les éléments inhérents à l'édification d'un système de droit positif. Et donc, si on reprend, comment dirais-je, les formules de Schiavone pour décrire ce ritualisme du droit ancien, il dit par exemple que ces rites sont séparés de la substance de la relation. Comment pas voir que, précisément, ils ont au contraire permis aux acteurs, citant Hart, de modeler leurs relations juridiques. C'est pour ça dont il est question. Dans la sphère tant privée que publique de l'espace de la parole publique. Deuxième élément d'analyse, on constate, ça c'est intéressant avec le colloque à venir du CIRC et du CEPRI, une homogénéité originelle du droit public et du droit privé. Effectivement, citant Hart, il parle de ces actes. Alors il dit les activités consistant dans la passation d'un contrat ou d'un transfert de propriété constituent l'exercice par les individus de pouvoirs législatifs limités, qui leur confèrent la possibilité, le pouvoir de modifier leurs relations initiales au regard des règles primaires. Et donc précisément, c'est ce dont il est question ici, notamment dans la sphère de puissance du pater familias. Tous ces instruments du droit, en particulier au niveau de l'acte juridique privé, constituent pour lui autant de ressources au moyen desquels il peut affirmer sa volonté et faire valoir ses intérêts personnels et propres dans la sphère familiale et patrimoniale face à tous, face à autrui et face à tous sur la scène de la collectivité souveraine. Donc précisément, c'est une manière de lui conférer des pouvoirs législatifs limités, un imperium si vous voulez, dans la sphère évidemment qui est la sienne, qui est celle de la famille et du patrimoine. On peut penser aussi à ce fameux verset de la loi des 12 tables. Donc la loi des 12 tables, c'est le premier code des lois romaines, si vous voulez. Hein, c'est le code archaïque des lois romaines, qui fonde le principe de validité de l'acte juridique privé selon les termes suivants. Donc quand il fera le nexum ou le mancipium, ça c'est les noms de cet acte juridique ancien, comme la langue aura prononcé, un vieux terme non coupare, dire les mots, hein, dire les noms, it aius esto, qu'ainsi soit le droit, qui est une manière effectivement de conférer valeur de droit à la parole du citoyen, au verbe du citoyen, une manière aussi de lui conférer donc précisément de l'habilité à produire un ius. L'habilité à produire un ius. Alors troisième élément d'analyse, ce ritualisme ancien est censé être faire preuve de, comment dirais-je, ces formules sont censées être statiques et répétitives. Or non, au contraire, ce sont autant de figures qui ouvrent le temps, précisément, on en parlait ce matin, qui instaurent un rapport au temps ouvert sur l'avenir. On peut penser à l'invention du contrat et de l'obligation, qui précisément ouvre l'avenir. On peut penser, alors fondamentalement, c'est autant de ressources pour acquérir, chercher son enrichissement personnel, etc. Au testament, qui est un acte de puissance souveraine et d'immortalité, puisqu'on peut même établir sa volonté pour le jour où on ne le sera plus. Et aussi, on peut citer contre comment dirais-je, ce caractère prétendument statique et répétitif du ritualisme ancien, sa puissance, au contraire, a suscité suspense et incertitude. Pensons au procès avec la mise en scène d'équilibres instables et changeants tout au long de l'instance, et pensons au vote majoritaire, avec précisément tout ce suspense que François met bien en évidence dans son analyse de l'Orestie d'Échille, avec le décompte des voix, tout le suspense, cette main invisible, dans quel sens ça va aller, dans un sens... Et c'est ça, justement, c'est ce suspense et cette ouverture sur le temps, et avec tous les possibles qu'il comporte, que ces formules, précisément, et tout au contraire de ce stéréotype que je dénonce ici,
mettent en œuvre et dont elles créent la possibilité. Voilà, et donc pour conclure, on a de manière étonnante finalement, entre le plus ancien droit romain, donc vraiment les origines de la tradition civile au début, au point de départ, et la fine fleur de la théorie du droit aujourd'hui en droit moderne, une étonnante convergence qui permet d'identifier le droit, en effet, comme un phénomène sui generis d'organisation du lien social. Ce qu'on devrait faire ici, c'est comparer ces figures avec les modes traditionnels de l'échange, par exemple le don et le contre-don, etc., dans les univers traditionnels, mais ça, ce serait pour un autre lieu. Comment dirais-je donc le droit comme un phénomène sui generis, qui est archaïque assurément par ses modalités, mais par lequel ne furent pas moins mises en œuvre une technique de la relation qui précisément est coextensive de l'invention du droit dès le plus ancien droit romain.